Bonjour et bienvenue à tous. Les titres du journal. Le bureau du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin, 5e mandature, a été installé ce vendredi. Le nouveau président élu Basile Tibozo a pris le témoin des mains de Malik Gomina, son prédécesseur. Images et sons dans un instant. Le ministre des Sports Oswald Omeki félicite et encourage les deux sélections masculines et féminines du handball qui ont remporté récemment à Lomé au Togo le tournoi de la zone 3 du Challenge Trophy. Il a offert un petit déjeuner aux deux équipes ce dimanche. Et puis sur le continent, situation toujours confuse au Gabon après la présidentielle de ce dimanche. Les partisans de Jean-Ping savourent déjà la victoire de leur candidat qui s'est proclamé vainqueur sans attendre la centralisation. Les résultats, voilà pour le sommet. Et d'une info, bienvenue à toutes et à tous. Les membres du nouveau bureau du CNPA ont été installés dans leurs fonctions en début de week-end. La cérémonie s'est déroulée au Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB. Ce nouveau bureau est présidé par Basile Tibozo, Fréjus Seulan et Denis Marouya pour les précisions. C'est à la faveur de la présente cérémonie que le nouveau président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin ainsi que ses pairs ont été investis dans leurs nouvelles fonctions. Invité pour la circonstance, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Pochemin, et le représentant de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, après avoir félicité les membres de l'institution, ont au fait de leur rappeler les chantiers auxquels ils doivent urgemment s'attaquer. La suspension des contrats par le gouvernement et la confraternité de plus en plus foulée aux pieds de nos jours. Mesdames, Messieurs les membres du bureau du CNPA Bénin, êtes-vous fiers des conditions sociales de vos employés? Amenez ces membres à appliquer le code de l'information et de la communication. Par exemple, en déclarant auprès de la HAC et auprès des services compétents du ministère en charge du travail tout journaliste en activité dans un organe de presse. Article 24 du code de l'information et de la communication. Rendre plus accessible le contenu, surtout du nouveau code, afin qu'il y ait moins de condamnations et que la presse béninoise retrouve sa place d'antan. Quant au nouveau président du CNPA Bénin, Basile Tibozo, il s'est dit prêt et préparé avec son équipe à opérer une renaissance de la presse béninoise. En témoigne le thème de la cérémonie, le patronat à l'ère du nouveau départ, quel défi pour les entreprises de presse. L'aide de l'État à la presse. Avec le président Talon, le compétiteur né, nous allons plaider pour que cette aide atteigne au moins 2 milliards de francs CFA. Nous allons aller avec souplesse avec le gouvernement en place pour que, cas un cas, pour que, peu ou prou, cette décision soit relevée, pour que les contrats reviennent dans les organes. C'est le conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Romaric Kessou, qui a prononcé au nom de son institution le discours d'installation des membres du nouveau bureau du CNPA Bénin. Nous sommes prêts à vous accompagner car les défis communs sont nombreux. Il s'agira de renforcer l'expérience de la co-régulation, d'œuvrer à la professionnalisation des journalistes, d'assurer des conditions de travail et de vie décentes aux journalistes. C'est sur le rappel de ces défis communs que je déclare installé au nom du président de la HAC le nouveau bureau du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. La cérémonie a pris fin dans une ambiance musicale où le nouveau président du CNPA Bénin s'est joint à l'artiste Cessimin pour démontrer ses talents artistiques. Après le Conseil des ministres tenu mercredi 24 août, une nouvelle structure pour coordonner certaines décisions est née à la présidence de la République. Il s'agit de la cellule d'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés préfectoraux et ministériels. Quelle analyse peut-on faire de cette structure? La réponse dans ce reportage. Le principe de subsidiarité serait-il remis en cause au sein de l'exécutif béninois? La création à la présidence d'une structure d'analyse et d'enregistrement des arrêtés préfectoraux et ministériels porte à croire que c'est le cas. Mais selon le ministre d'État, secrétaire général de la présidence qui a annoncé la nouvelle à travers le point de presse d'après Conseil des ministres du 24 août dernier, il s'agit plutôt d'un mécanisme de cohésion de l'action gouvernementale. Les 10 actes devront également traduire
la volonté d'une cohésion gouvernementale à toute épreuve. Pour renforcer cette cohésion et assurer le suivi des actes administratifs, un mécanisme est mis en place à la présidence de la République à travers la création d'une cellule d'analyse et d'enregistrement des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux. Il n'en a pas fallu plus pour que l'opinion publique voie en cette décision la volonté du président Patrice Talon de contrôler certains de ses collaborateurs, dont le préfet du littoral, qui s'est récemment illustré à travers la prise successive d'arrêtés à polémique. Mais pour Souleymane Koto-Yerima, consultant indépendant en développement local et décentralisation, les arguments pour craindre cette structure sont ailleurs. À la longue, lorsque ça va démarrer, imaginez-vous 21 départements ministériels qui, tous les jours, prennent des arrêtés, qui vont envoyer d'abord les arrêtés au niveau de la cellule d'analyse, plus 12 préfectures. Imaginez-vous la masse de travail qu'il y aura au niveau de la cellule d'analyse. Donc, ça va être vraiment lourd à gérer et il faut éviter cette lourdeur administrative pour que nous puissions avancer et aller vraiment aux actions de développement, que de perdre de temps dans des questions procédurales qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, engendrer des coûts et lorsque les décisions sont bonnes ou mauvaises. Quant à Michel Guédou, spécialiste en management organisationnel, la création de cette structure est une décision sage qui relève du bon sens. Il y a une chose que nous ne voyons pas souvent. Il y a ce que nous appelons le dispositif légal dans lequel doit opérer toute personne disposant du pouvoir public. Mais il y a également le dispositif réglementaire. Et ça, c'est tous les jours. Donc, si on ne met pas en place une structure pour organiser, nous allons revivre la même chose que ce qu'on a d'ailleurs toujours vécu et dont on se plaint. On sort des arrêtés qui sont sortis par des ministres ou par des préfets, mais d'où ça vient? Ça correspond en rien à ce vers quoi on tend, mais c'est nous qui l'avons fait. Parce que finalement, ce que souvent on ne fait pas, on ne dira pas c'est le préfet qui a fait. On ne dira pas non plus c'est le ministre qui a fait. On dira le gouvernement a fait. Et à la tête du gouvernement, il y a un président que les Béninois ont choisi et qui va devoir rendre compte. Pour ou contre, il est évident que Patrice Talon vient lui-même de se mettre dans une posture où il n'aura pas l'occasion de revendiquer de n'être pas au courant des décisions de ses collaborateurs. La capitale économique du Bénin, Cotonou, va abriter du mercredi 31 au dimanche 4 septembre le pèlerinage de confiance sur la terre à Cotonou de la communauté écuménique de Thésée, une communauté qui a choisi de vivre ensemble une vie de prière dans la simplicité. Comment se prépare cette rencontre internationale et quels seront les différents niveaux de pèlerinage? Frédéric Servan, Damien Pedro ont fait une incursion au sein des divers comités de préparation. Ici, c'est la commission liturgie qui s'exerce pour le pèlerinage de Thésée. Juste à côté, celui de l'animation matin où le coach donne des consignes. À un pas de ce dernier, c'est le comité transport qui règle les derniers détails concernant les déplacements. À quelques mètres de là, les ouvriers, eux, mettent du cœur à l'ouvrage pour préparer les différents espaces devant abriter les pèlerins pour diverses activités. La cuisine, quant à elle, est prête et n'attend que les 100 cuisiniers prévus pour fournir les 1600 repas quotidiens aux 8000 pèlerins. Tout un mécanisme est ainsi installé ici, au Collège Père-au-Pierre de Cotonou, pour accueillir le pèlerinage de Thésée, édition 2016. Pour le frère Luc de Thésée, tout est prêt à 95% et il décline ici le premier niveau du pèlerinage. L'hospitalité en famille. Pendant des mois, on a sollicité à travers le réseau des paroisses les familles pour qu'elles ouvrent leur maison pour accueillir quelques visiteurs. Et c'est pas rien d'ouvrir son foyer, de préparer 2 nattes, un petit peu de tapioca le matin. C'est plus qu'un service rendu, c'est vraiment un signe de confiance parce qu'on ne sait pas qui va venir. Après cette étape de confiance intervient le second niveau relatif à la prière. Le deuxième niveau de la rencontre, c'est les matinées qui se déroulent de manière décentralisée dans 44 quartiers, autour de 44 paroisses ou communautés locales, à la fois protestantes, méthodistes ou catholiques, qui sont des partenaires de l'accueil.
Le matin, on commence en se rendant à l'église ou au temple ensemble pour un temps de prière. Et ensuite, le thème, c'est rencontrer des témoins d'espérance, des personnes d'espérance. Le frère Luc de Thésée dévoile enfin le dernier niveau du pèlerinage de confiance sur la terre à Cotonou. Le troisième niveau de la rencontre, c'est quand on sera tous ensemble, ici à Père-au-Pied, pour la distribution des repas qui sont préparés par une grande équipe d'une centaine de cuisiniers et qui seront distribués sur place, pour les 2 temps de prière de midi et du soir, et aussi pour toute une série de carrefours, de forums, d'enseignements qui auront lieu dans différents points, salles et apatam qui vont être dressés ici. Un point de premier soin, une infirmerie et des dispositifs sécuritaires sont aussi prévus pour une rencontre de Cotonou réussie. Le concours de musique et de chorégraphie Talent Pur a accordé son épilogue samedi sur l'esplanade de la mairie d'Abomey-Calavi après les phases de présélection qui se sont déroulées respectivement dans les arrondissements d'Akassato, de Zivier, de Codomé. 3 groupes de chorégraphie ont été retenus pour la phase finale. Devant une foule de spectateurs et les membres du jury, les finalistes ont démontré leur savoir-faire en interprétation de musique d'inspiration moderne et traditionnelle. Le spectacle a été rehaussé par la présence de Vivi l'International, grande voix de la musique béninoise et marraine de la cérémonie. C'est le groupe Volking qui a remporté le trophée. Écoutons les réactions du promoteur et du représentant du maire de la commune d'Abomey-Calavi. Le concours culturel de danse chorégraphie dénommé Talent Pur, comme son nom l'indique, ne regroupe rien que les talents purs de danse béninoise. Je m'en voudrais énormément de ne pas saluer une fois encore l'équipe dynamique qui nous a accompagnés tout au long de la réalisation de cet événement culturel dans les arrondissements d'Akassato, Togba, Zivier, Godomé-sous l'échangeur et aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Chers participants à ce concours, c'est le lieu pour moi d'en savoir gré pour votre confiance à participer à cette compétition. Nous nous sommes amusés et je vous rassure, aucun groupe n'a démérité. Je m'engage devant toute la population d'Abomey-Calavi que le concours de danse Talent Pur sera organisé chaque année pour le rayonnement de notre cité dortoir afin de le transformer en une cité culturelle. Je fais un clin d'œil à notre chère maman Vivi l'International qui a commencé un jour et qui a perduré. Je lui souhaite longue vie pour qu'elle puisse servir d'exemple à nos génies en herbe. Le promoteur, je félicite sa persévérance parce que je constate que ça n'a pas du tout été facile. J'encourage le promoteur à continuer et je souhaite longue vie à Talent Pur pour que les éditions prochaines soient meilleures à celles-ci. Actualité sur le continent, situation toujours confuse au Gabon. Les partisans du candidat Jean Ping qui s'est proclamé élu fierté ce dimanche sa victoire, alors que le président sortant Ali Ben Bongo et les siens se disent sereins et confiants. Commentaire Fréjus Séoulan. À quelques heures de la proclamation des résultats de la présidentielle gabonaise, c'est la guerre des nerfs entre les 2 principaux rivaux, le président sortant Ali Bongo et son challenger Jean Ping. Ce dernier a revendiqué sa victoire dimanche devant des partisans surchauffés et la presse. Je suis l'élu. Maintenant, le fait de devenir président, il y a quand même une procédure. Je crois qu'il soit fair play, qu'il accepte les résultats des urnes et qu'il me téléphone pour me féliciter. Après ce discours, il a été reçu à l'ambassade de France à sa demande selon son entourage. Jean-Gaspard Ntoutou-Meaï, coordinateur de la campagne de Jean Ping, va lui jusqu'à donner des chiffres. La réalité des résultats qu'on a aujourd'hui, qui pèse sur près de 80% des inscrits, fait que cette réalité de 38, on va dire à peu près, parce que les autres candidats ne font que 2%, peut être extrapolée au reste. Il y aura au minimum entre 15 et 20 points d'écart entre Jean Ping et Ali Bongo à la faveur de Jean Ping. Ça, c'est clair.
Suite à ces agissements, la réaction du régime en place ne s'est pas fait attendre. Paco Mumbele, le ministre de l'Intérieur gabonais, a déclaré dimanche que l'annonce des résultats est prévue pour ce mardi 30 août vers 17 h et qu'il est illégal de proclamer des résultats chiffrés. Après lui, c'est le président sortant, Ali Bongo, qui s'est prononcé devant ses partisans. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, a-t-il martelé. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes légalistes, républicains. Nous attendons sereinement que la CENAP annonce les résultats de l'élection. Nous attendons sereinement et nous sommes confiants. Et je voulais dire aux uns et aux autres un grand merci, tête haute et espoir. De grandes choses nous attendent. Cette situation tendue fait craindre aux Gabonais de nouvelles violences. Ainsi, dans les églises, on prie pour la paix, car pour les citoyens, le risque est grand. Ça donne l'impression, comme on est assis à côté de la poudrière, que ça peut déclencher à n'importe quel moment si ça ne se passe pas bien. Vraiment, il y a des fortes craintes par rapport à l'ajustement des gens. En 2009, la victoire d'Ali Bongo Ondimba avait été contestée par l'opposition, surtout dans la capitale économique, Port-Gentil, engendrant plusieurs morts, un couvre-feu et l'incendie du consulat de France. Laissé exsangue par la longue guerre civile qui a ruiné le Mozambique de 1976 à 1992, le parc national de Corogoza s'est petit à petit remis sur pied, ceci grâce à un projet de restauration lancé en 2004. Mais le retour des combats aux abords du parc et une grave sécheresse qui sévit en Afrique australe constituent autant de nouvelles menaces pour son fragile écosystème. Reportage. Le parc national du Gorongosa a bien failli disparaître. En 1992, après 16 ans de guerre civile au Mozambique, plus de 90% des grands mammifères avaient été décimés. Un travail colossal de restauration entamé en 2004 lui a redonné vie peu à peu. Mais aujourd'hui, avec le retour de la guerre civile dans le centre du pays, la biodiversité est de nouveau menacée. Le parc du Gorongosa est une cible, dans la mesure où les populations ne peuvent plus cultiver suffisamment et du coup chassent les animaux pour les consommer. Ce Mozambicain dirige les 150 rangers qui surveillent le parc jour et nuit. Ses 4 téléphones sonnent sans arrêt pour apporter des intrusions. Grâce au fonds d'un millionnaire américain et à la mobilisation de scientifiques, le parc compte aujourd'hui plus de 72 000 animaux et ne manque plus de moyens de lutte contre le braconnage. Mais le retour de la guerre civile inquiète les employés, comme Meneses Souza, qui était déjà là dans les années 80. Des personnes meurent. La faim, la maladie. Tout cela vient du conflit qui se déroule dans le pays. Pendant la guerre civile, ils ont tout détruit. Et nous avons reconstruit. Cette fois, je ne sais pas s'ils vont détruire ou pas. Le leader du principal parti d'opposition, la Renamo, s'est retranché dans les montagnes qui jouxtent le parc. La rébellion a repris les armes en 2013 contre le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Difficile d'attirer les touristes dans ces conditions. Les gens ont peur de venir ici. Aujourd'hui, par exemple, nous avons 4 touristes. Tous les autres occupants travaillent de manière directe ou indirecte pour le parc. Les pourparlers de paix entre le gouvernement et la Renamo ont redonné espoir aux employés. Mais cette année, la réserve subit en plus la sécheresse qui sévit en Afrique australe et les mauvaises récoltes alimentent la pauvreté et le braconnage. Une menace de plus pour le fragile écosystème d'un parc qui revient de loin. Hors de l'Afrique, l'histoire d'une famille irakienne sur les routes de l'exil vers la France. Ils ont quitté l'Irak pour la route de l'exil à travers l'Europe. Un an après leur arrivée en France, les membres de la famille Mecca s'avouent d'avoir été accueillis comme des réfugiés 5 étoiles. Il y a un an, ils étaient sur les chemins de l'exil à travers l'Europe. Mais en cette fin d'août, c'est pour aller à la plage que cette famille de réfugiés irakiens prend la route. Direction Cabourg en Normandie. Après un été un peu oisif dans leur petite ville de banlieue parisienne, cette sortie organisée par le Secours populaire
est une bénédiction. J'attendais tellement ce moment que je comptais les jours sur le calendrier. Après 3 heures de route, le convoi arrive enfin. C'est la première fois qu'Ali, Tahrir et leurs 2 enfants voient la mer en France. Une mer calme et hospitalière qui les aide à oublier. L'été dernier, c'était un véritable cauchemar. Rien à voir avec cet été où l'on revit. On ne pensait pas qu'on allait survivre à un tel voyage. D'ailleurs, je l'ai appelé le voyage de la mort. La famille Mercat raconte avoir décidé de quitter Bagdad après l'explosion d'une bombe devant leur maison. Abdullah s'en souvient encore à sa façon. En fait, l'Irak, il a fait boum. Et la voiture papa, le taxi aussi, il a fait boum. Mais aujourd'hui, c'est à l'heure de la France que le petit Abdullah a choisi de vivre. Allez les bleus, allez les bleus. Même chose pour son père. Son français est encore un peu laborieux et il cherche toujours un emploi comme sa femme, mais pas de quoi le décourager. J'ai des amis français, on m'invite souvent. Je me suis même adapté aux traditions françaises, aux expressions comme ce proverbe « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Un nid sur lequel s'est penché François Hollande en personne. La famille Mercat fait en effet partie de ces réfugiés que la France s'était engagée à accueillir pour soulager l'afflux de migrants en Allemagne, des réfugiés 5 étoiles, comme on les appelle. Ils ont eu leurs papiers après 3 semaines, tous leurs papiers, leur passeport, les cartes vitales. Ali dit que la France, c'est mon papa et ma maman. Sur son téléphone portable, comme sur les murs de sa maison du Val d'Oise, Ali collectionne d'ailleurs toutes ces marques de reconnaissance de la France. Cette journée à la plage y figurera certainement. Quelques infos au sport avant de boucler ce journal. 2 sélections masculines et féminines ont remporté récemment à Lomé au Togo le tournoi de la zone 3 du Challenge Trophy. Pour les récompenser d'avoir réalisé cet exploit, le ministre des Sports leur a fait le petit déjeuner ce dimanche. Compte rendu pour les Capaïdinou, Damien Pedro. Petit déjeuner à l'hôtel, promesse d'octroi de primes et félicitations. Les récompenses du ministre des Sports n'étaient pas de trop ce dimanche matin, au moment de célébrer le double exploit réalisé par les sélections masculines et féminines de handball, vainqueurs de la phase zonale de Lomé du Challenge Trophy. De quoi pousser ces auteurs à se confondre en remerciements avant de solliciter le soutien multiforme des autorités sportives béninoises pour la préparation de l'étape continentale de cette compétition. C'est le moment de vous présenter tous nos remerciements pour tous vos efforts fournis tout au long de cette expédition. À mes coéquipiers, parce que malgré toutes ces conditions, ils ont eu l'effort, la force et la mentalité nécessaires d'aller jusqu'au bout de notre objectif, qui est de ramener les 2 trophées. Merci à chacun de vous. Et cher Monsieur le ministre, on a été qualifié pour la phase continentale. Nous vous demandons beaucoup plus d'attention et que nous puissions être encore plus qualifiés pour la phase mondiale comme nos aînés de 2011. Ces autorités sportives, à l'instar de ces handballeurs, nourrissent également l'ambition de voir les équipes nationales de handball du Bénin faire un beau parcours au Challenge Trophy continental et pourquoi pas celui mondial, comme ce fut le cas avec les jeunes gens de 2011. Le drapeau du Bénin, vous nous l'avez remis intact. Nous sommes allés et sur le plan africain, nous vous avons ramené le drapeau du Bénin sans tache, propre, clean. Et grâce à Dieu et à votre soutien, nous irons loin. Chers athlètes, je voudrais tout simplement rappeler que nous sommes sur la première marche, je dirais, ou au début d'un processus. Il nous reste la phase continentale pour accéder à la phase mondiale. Donc c'est maintenant que le plus dur reste à faire. Je ne suis pas certain que les conditions que vous avez eues à Lomé étaient meilleures aux conditions de vos adversaires. Et pourtant, chez les hommes comme chez les dames, vous avez gagné et vous avez ramené les 2 trophées. Vous avez ramené en plus des trophées la qualification pour la phase continentale qui nous ouvre les portes de la phase mondiale. Je veux vous dire ici que plus jamais le soutien du ministère des Sports ne vous fera défaut. Je ne serai heureux que quand
j'aurai la responsabilité de nous accompagner, de conduire la délégation à la phase mondiale. Autant dire que le défi qui attend ces handballeurs et handballeuses est grand et ils ne croient pas si bien faire en reprenant tel un flonflon leur slogan fétiche comme pour se donner du courage avant d'en avoir besoin. Le camp 2016 de basketball d'Isabelle Yacoubou s'est achevé ce samedi à Porto-Novo. 2 matchs de basket ont mis fin à ce camp. Ils ont opposé les sélections de l'Ouémé et du Littoral. Toutes les 2 rencontres ont été remportées par la formation de Cotonou par les scores de 51-34 chez les dames et 71-64 chez les hommes. 24 heures avant la fin du camp d'Isabelle Yacoubou, la basketteuse de l'équipe de France d'origine béninoise a été reçue en audience par le ministre des Sports avec Alfred Omeki, la braqueuse de son surnom de joueuse de l'équipe de France, a parlé de son projet. Elle est sortie de l'audience très contente. Voici les réactions. Je suis là, tout le monde le sait, pour ma semaine de basket. Une opération de give back qui a commencé l'année dernière pour les jeunes. C'est une action qui est faite pour les jeunes. Et cette année, on a mis l'accent justement sur les moins de 17 ans. Donc, suite à ce projet qui grandit, l'année dernière, on avait fait un week-end. Cette année, on est vraiment sur une semaine de travail. Aujourd'hui, j'ai le sourire. J'ai le sourire pourquoi? Parce que je sors de cet entretien avec des mots qui font chaud au cœur, des mots qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de faire. On sent que ce gouvernement a l'intention, en tout cas la grande volonté de travailler pour les jeunes. C'est pour ça, moi, je suis ici. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je rentre de Rio, où s'est déroulé les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de basket. Et je ne suis même pas rentrée à la maison pour ces jeunes-là. J'ai continué à Cotonou, justement pour leur apporter un peu de mon expérience, de mon histoire, d'essayer de les motiver aussi. Si on peut être une source de motivation et d'inspiration par les temps qui courent, je pense que il faut pas lésimer sur les moyens. D'abord, je dois remercier Isabelle pour le sacrifice qu'elle a consenti en acceptant de venir au Bénin malgré la fatigue des Jeux Olympiques. Et je dois vraiment célébrer ce patriotisme qu'elle a en elle, parce que ce n'est pas donné de se souvenir de son pays quand on a atteint un certain niveau à l'international. Et vraiment, je lui ai exprimé toute la reconnaissance du gouvernement et je lui ai dit à quel point j'étais heureux qu'elle vienne ici contribuer à la formation des jeunes. Et puis, je me suis engagé au nom du gouvernement sur les prochaines éditions de cet événement. C'est vrai que sur l'édition de cette année, il y a eu un minimum qui a été fait, mais pour moi, ce minimum n'est pas important quand on regarde le sacrifice qu'elle a consenti elle-même. Et donc, même si nous sommes présents, comme elle l'a dit, sur le plan logistique ou sous toute une autre forme de contribution, il est important que cet événement soit vraiment un événement institué. C'est pour ça que j'ai dit à Isabelle, et je le répète, je le confirme, c'est un engagement, que désormais, l'événement Isabelle Yacoubou va être un événement du ministère des Sports qui va être programmé chaque année. Et nous allons ensemble travailler à ce que cet événement ait vraiment de l'aura à l'international, pour que chaque vacances, ces jeunes qui ont de la rage, qui ont de la passion, qui ont du potentiel et du talent, puissent passer du temps avec des gens qui sont déjà des stars, des professionnels accomplis. C'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur notre site www.benin-eden.tv. À demain.